Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télégoël. Nous sommes le jeudi 30 novembre, vous êtes sur la chaîne 485 de Numéricable et SFR Box et en direct sur YouTube. Au programme de cette nouvelle édition, un nouvel accord signé entre la mairie de Liévin et le centre aquatique Nautica, les avancées des travaux du BHNS, les enfants en colère à Bully-les-Mines, un cadeau made in autour du Louvre-Lens pour les fêtes, les pirouettes de Philippe Candelero et de ses patineurs à Lens et un petit tour au Fetchin-Los. Coraline Lebrun sera notre invitée aujourd'hui pour nous parler de l'association Passerelle à Liévin. Et n'oublions pas vos rubriques préférées, le sport avec Fred et la culture avec Nathalie. On accueillera également une invitée pour les 5 ans du Louvre-Lens, Virginie Labroche. Mais tout de suite, place à vos infos locales. Bonjour Nathalie. Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. Alors, un nouvel accord avec des rénovations et notamment un nouveau toboggan à la piscine de Liévin, Nathalie. Exactement. Le centre de remise en forme, le centre aquatique et de remise en forme Nautica va se refaire une beauté. La fin du contrat de gestion de ce complexe par la société Ecalia est arrivée. Par délibération, le conseil municipal de la ville de Liévin s'est prononcé en faveur d'une reconduction de ce dernier avec la même entreprise pour une durée de 5 ans. On prend donc les mêmes et on recommence. Oui, mais avec quelques changements. Pas question pour le maire Laurent Duporge de se reposer sur ses acquis dans un secteur où la concurrence et l'évolution sont les maîtres mots. Déjà fort de sa notoriété avec ses 350 000 visiteurs annuels, le complexe est tout de même amené à évoluer pour offrir encore plus de services de qualité à ses adeptes. Nouveaux toboggans, nouvelle salle de cycling et autres appareils de musculation dernière génération, voilà pourquoi l'offre de Valérie de Rochechouart, directrice d'Ecalia, a été retenue par la municipalité. On écoute leurs propos recueillis jeudi dernier lors de la signature de ce contrat. Nous venons donc de procéder à la signature d'une nouvelle délégation de service public entre la ville de Liévin et la société Ecalia pour l'exploitation effectivement de notre centre Nautica pour une durée de 5 ans et avec toute une série effectivement de recommandations, un cahier des charges qui a été défini entre nous, entre cette société et nous-mêmes. Et donc voilà, c'est un nouvel équipement, de nouvelles activités, de nouvelles animations qui vont se mettre en place avec des objectifs ambitieux effectivement qui ont été posés à la société Ecalia, puisque le pari, c'est de passer de 350 000 aujourd'hui utilisateurs dans ce centre aquatique, ce qui en fait déjà l'un des plus importants de France, de passer à une fréquentation de 500 000. Et donc, ils ont 5 ans pour réussir ce pari. C'est un enjeu important, mais avec un nouveau projet, si je peux m'exprimer ainsi. Évidemment, des projets par rapport à la remise en forme, des nouvelles activités et des nouveaux matériaux. Et surtout des activités qui, on va dire, high-tech au niveau de la remise en forme aujourd'hui, du coaching personnalisé. Donc, ce sont des éléments qui sont très importants. Donc, toujours une bonne qualité de prestation. Et puis, au niveau aquatique, de la même manière, des nouvelles activités, du trampoline, des choses attractives pour les enfants, les enfants et les adolescents, toboggans lumineux, et puis le centre de formation qui nous permettra d'être référencés dans l'ensemble de la région avec Performéo. Alors il y aura des travaux bien évidemment, on a organiser les choses pour qu'il y ait le moins de gêne possible vis-à-vis des usagers puisqu'ils sont habitués et que si on peut éviter de fermer, on le fera. Voilà, donc on aura toujours bien sûr des fermetures de vidange technique, c'est normal, c'est comme d'habitude, mais il y aura le moins de fermetures possible pour ces travaux. Et je n'oublie pas aussi de signaler que tout cela va se faire avec un prix, un tarif qui reste inchangé parce que c'est pour moi fondamental de permettre à chacun de pouvoir venir ici. Depuis 2013, un projet d'implantation d'une antenne relais de téléphonie à quelques mètres de l'école Victoire-Lampin de Bully-les-Mines est une préoccupation de la municipalité et du collectif d'habitants qui souhaitent que ce projet avorte.
La mobilisation des habitants en 2013, avec plus de 1200 signatures sur la pétition, était parvenue à faire reculer ce projet, mais celui-ci revient en force. C'est pourquoi, ce samedi, de nombreux Bulligeois se sont rassemblés devant les portes de l'établissement scolaire pour dire non à l'antenne, une action soutenue par les élèves, visiblement très motivés par cette action. Nous avons organisé un lâcher des ballons de l'espoir en but de sensibiliser la population à l'impact des ondes électromagnétiques sur le développement psychomoteur des enfants, des très jeunes enfants âgés de 2 ans et demi à 5 ans. Depuis 2013, nous tentons de réfléchir en collaboration avec notre commune sur le remaillage total des antennes qui sont actuellement au nombre de 6 sur notre commune, 5 en périphérie, ce qui fait un total de 11 antennes qui couvrent actuellement pour une surface de 24 km², alors que la population bulligeoise est concentrée sur 5,5 km². En 2013, l'arrivée d'un énième mât a mis le feu aux poudres, surtout que nous avons toujours en tête dans notre collectif la tragédie dans la ville voisine de Ruitz, où plusieurs enfants sont décédés par cas de cancer du cerveau et 2 par cas de leucémie. D'autant plus qu'à Rexpoud, nous avons revécu le même drame dans les années 2010, avec une petite fille décédée donc en moins de 3 mois par un cancer du cerveau et un enfant en rémission. Nous ne voulons pas revivre ce genre de tragédie. Quand on voit qu'il y a eu des décès d'enfants, choses comme ça, nous en tant que parents, notre seul but c'est de protéger nos enfants. Et effectivement, en l'occurrence, on s'est dit, nous c'est quand même une école maternelle, on sait que le faisceau arrive directement dans la cour de l'école, donc ils seront impactés à l'école, mais ils seront impactés aussi dans les jardins, puisque nous sommes tous riverains en fait de l'antenne, donc nous on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas mettre en danger des enfants, ils sont trop petits, en pleine construction, donc on se bat, comme des mamans et des papas qui se battent pour leurs enfants, voilà. Oui, alors voilà, ce que je voulais juste rajouter, c'est que ce matin, dans la presse, on a eu des réponses de monsieur Laurent Vitou, directeur d'Orange, directeur régional d'Orange, qui en fait expose son point de vue et là où on est bien satisfait et content de son intervention, c'est qu'à la fin de ce document, il dit que en fait, il est prêt à prendre en compte toutes les réactions des uns et des autres. Donc on souhaite effectivement, comme lui, qu'ils prennent bien en compte les réactions des uns et des autres. Et on leur demande, à Orange et aux autres opérateurs, de revenir autour de la table pour essayer de trouver la meilleure des solutions. Et peut-être d'arrêter aussi, revoir la typologie, la cartographie des mâts installés en périphérie et sur la ville de Bully-les-Mines, pour effectivement avoir aussi ce que j'appelle, moi, j'aime bien appeler ça, un résultat gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'en fait, eux pouvoir répondre à ce qu'on leur demande et nous minimiser au maximum les nuisances pour le bien de tout le monde. Voilà. Notre option vient de l'Élysée, puisque nous avons une réponse favorable de M. Macron qui a transmis notre dossier au préfet du Pas-de-Calais, qui vient lui-même donc de saisir M. le maire pour une audience en sous-préfecture qui sera multipartenariale, c'est-à-dire les parents d'élèves, le collectif et la mairie. Nous, on espère qu'ils stoppent le projet parce que je pense qu'il y a bien d'autres endroits beaucoup plus raisonnables qu'à 290 mètres d'une école. Et puis, mais on se battra coûte que coûte parce que cette implantation pour nous est inacceptable. Il a un effet nocif sur la santé. Il peut provoquer des addictions, des maladies cardiovasculaires, des problèmes dentaires, des problèmes de respiration ou pire encore des cancers. Il s'agit du tabac. En France, on compte environ 16 millions de fumeurs, dont de très nombreux sont âgés de moins de 25 ans. À l'initiative de l'Agence publique de France, la région a décidé d'accompagner les jeunes des Hauts-de-France qui souhaitent tenter l'expérience de vivre un mois sans tabac afin de faciliter l'arrêt complet. En partenariat avec l'association Éclat Gras, une action de sensibilisation a eu lieu dans 6 lycées des Hauts-de-France, dont le lycée La Peuplerée de Salomine. Un reportage de Maëlle Froidure et d'Anthony Vermus.
Nous avons été sélectionnés par le rectorat et l'association Éclagra pour participer au mois sans tabac. C'est une opération qui a lieu pour la 2e année consécutive, qui est financée par les Hauts-de-France et qui sollicite les fumeurs à arrêter leur consommation de tabac. Donc il ne s'agit pas ici au lycée de prôner l'arrêt total du tabac, c'est simplement pour inviter les élèves à s'interroger et surtout s'engager dans un processus de réflexion pour arrêter de consommer. Nous avons chaque vendredi aux pauses organisé des petites rencontres conviviales à la MDL, Maison des lycéens, afin de réfléchir ensemble aux freins, aux difficultés, mais aussi aux bénéfices quant à l'arrêt du tabac. Pour les élèves qui le souhaitaient, 2 tests leur étaient proposés, l'un mesurant leur fréquence cardiaque lors de l'adaptation du cœur à l'effort physique, l'autre permettant de quantifier leur consommation de tabac. Le testeur CO, donc ça permet de mesurer le taux de monoxyde de carbone. C'est le même principe qu'un alcotest, mais ça permet d'évaluer en fait la dépendance à la nicotine. Après des séances d'échange et de dialogue autour des trucs et astuces pour limiter leur consommation de tabac, les fumeurs étaient invités à se relaxer grâce à une initiation à la sophrologie encadrée par leur professeur de PS. J'aurais proposé tout simplement une sophronisation, ce qu'on appelle une sophronisation de base, c'est-à-dire qu'ils ont visualisé leur corps se détendre de la tête jusqu'aux pieds avec un exercice respiratoire qui leur fait prendre conscience que lorsqu'on inspire, le ventre se gonfle, lorsqu'on expire, le ventre se dégonfle, et le temps de l'expiration doit être supérieur au temps inspiratoire. L'adolescence, c'est une période de construction, de repères, et il y a parfois des conduites addictives, et l'éducation nationale doit prendre à bras-le-corps ce problème-là, parce qu'on touche l'ensemble de la jeunesse, et en véhiculant, enfin en multipliant les messages de prévention sans les culpabiliser, je pense que c'est important, et toujours leur laisser la liberté. C'est pas non, tu ne fumes pas, c'est tu as le choix de choisir, c'est-à-dire de fumer ou de ne pas fumer. Tous ces volontaires peuvent donc compter sur l'aide précieuse de leurs encadrants dans leur projet d'arrêt du tabac. Prenez soin de vous, surtout les jeunes. Vous pouvez arrêter de fumer. On a toute confiance en vos capacités à arrêter. Nous sommes disponibles, Mme Louchard, Mme Lortios, Mme Kieva et les profs de PS pour vous aider à votre projet de diminution du tabac et même vers l'arrêt total du tabac si vous le souhaitez. C'est désormais une tradition autrefois offerte aux élèves de CM1. Le dictionnaire est aujourd'hui attribué à la demande des enseignants au CE2, quelques jours après les vacances de Toussaint. En effet, c'est à cette période que débute l'apprentissage de celui-ci. 176, c'est le nombre d'ouvrages distribués cette année par Philippe Duquesnoy et les élus dans les 5 écoles primaires de la ville. Comme à l'accoutumée, le premier magistrat s'était déplacé avec son dictionnaire personnel qui date de 1955 et a tenu à échanger quelques mots avec les enfants, les questionnant sur les différences entre les éditions de 1955 et celles de 2017 et évoquant avec eux quelques néologismes. Des dictionnaires bilingues anglais ont également été offerts par le fournisseur et distribués ou gardés pour les cours d'anglais dans les classes supérieures. Ainsi, l'investissement municipal nécessaire, à hauteur de 3 507,50 € permet à tous les élèves d'être sur un même pied d'égalité quant à leur scolarité. Ça fait maintenant plusieurs mois que les travaux du BHNS, bus à haut niveau de service, perturbent la circulation. Mais où en sont véritablement ces travaux? On vous propose une petite balade sur la future ligne Bulle 1 en compagnie d'Olivier Desroulers, chef de projet. Alors sur la Bulle 1, ce qui a été fait essentiellement donc sur l'ex-RN, c'est-à-dire quand on dit ex-RN, c'est de sortie d'Hénin-Beaumont jusqu'à l'entrée de Lens. Montigny-en-Goël est terminé, mis à part une centaine de mètres, qui est plutôt côté Hénin-Beaumont. Là c'est rendu à double sens. Fouquier-les-Lances, on est en cours de finition sur les enfouissements de réseau et ce sera terminé pour début d'année. Rendu aussi à un double sens. Et après on est plutôt donc sur des travaux qui sont en cours. À Billy-Montigny où on vient de démarrer les travaux. Salomine qui sont en cours depuis mi-mai 2017. Où là, Salomine, on est quand même sur une traversée qui fait 4,5 km, 5 km. Donc forcément, on en a je dirais pour un an de travaux, voire un petit peu plus, qu'on va finir en juin. Alors sur cette bulle, qu'est-ce qui reste à faire? Donc Billy en tout ce qui est VRD.
Là, on finit les travaux de dévoiement réseau pour fin d'année et tout ce qui reste en VRD jusque septembre-octobre. VRD, alors voirie, réseau divers, pardon, oui. Donc c'est tout ce qui est aménagement de surface, donc les bordures, l'enrobé, les feux tricolores aussi, parce qu'on refait tous les feux tricolores sur l'axe du BHNS. L'aménagement des stations, des quais et autres. Donc ça c'est pour Billy qui démarre. Salomine, donc on est ici rue Casimir Beugnier qui est en cours. On va démarrer, comme je disais tout à l'heure, sur Noyelles-Soulan, Noyelles-Soulan-Salomine, parce qu'on est à cheval. La limite entre les deux communes est à cheval sur la voirie. Donc ça va démarrer en début d'année. Pour finir en avril-mai. Et dans Salomine, il reste la partie devant la rue Lamandin, devant l'hôtel de ville aussi, qui va démarrer en début d'année pour finir en mai-juin. Et aussi l'axe qui reste Constant d'Arras, qui est toujours en cours. Hein. Celui-là, c'est le plus long, mais qui fait quasiment 2 km. Donc il est démarré depuis fin mai et qui va se terminer en mai-juin, parce que c'est pareil, on est aussi un petit peu tributaire des réseaux style GRDF, etc., où on a eu des découvertes et on doit aussi attendre qu'ils interviennent pour finir. Par contre, certaines communes profitent aussi de faire, alors comme on a vu, il y a Fouquier, Noyelles-Soulan qui profitent de faire de l'enfouissement de réseau, d'autres communes profitent aussi de refaire de l'éclairage. Certaines communes vont aussi faire de la surqualité sur leur revêtement de trottoir, par exemple des pavés, etc. Donc on s'adapte. Je veux dire, nous, grosso modo, surtout ici sur l'Ex-RN, on fait de façade à façade, donc tout ce qui est surfacique. Et après, en fonction des demandes des villes, on s'adapte un peu en fonction des demandes. Et tout ça, bien sûr, est donc fait dans le cadre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage unique. Donc grosso modo, pour expliquer, c'est nous qui payons, qui sommes maîtres d'ouvrage par rapport aux entreprises pour faire les travaux, et après on renvoie une facture à la commune pour toute cette partie sur qualité ou travaux supplémentaires demandés. Par rapport au délai, on est toujours dans les temps. Comme je disais tout à l'heure aussi, là on rentre dans la période hivernale, donc décembre, janvier, février et un peu mars, où c'est pas toujours les meilleurs mois en tout cas pour faire des travaux de voirie, de terrassement et autres. Donc j'ai envie de dire, on pourra vraiment faire un bilan à partir de mars sur les délais. Là en ce moment les plannings donnés tiennent, sachant que l'objectif est toujours donc la mise en service commerciale en janvier, au 1er janvier 2019. Donc j'ai envie de dire, là on parle de chantier à chaque fois qui se termine plutôt pour l'été 2018. Donc ça se tient toujours, quoi. Ouais. Après la boule à neige lancée en décembre dernier, la mission Louvre-Lens Tourisme inaugure la bougie Hall autour du Louvre-Lens. Une bougie au parfum unique, faisant référence au terri de Loos-en-Gohelle, avec des odeurs d'acier, de cuir, de fleurs locales et dont la base est le houblon. Une fragrance imaginée par la marque Léon Pankouk, qui reprend le nom et l'univers d'un grand monsieur, amoureux des senteurs et originaire de Loos-en-Gohelle. On écoute Sophie Waraud, présidente de Pas-de-Calais Tourisme, et Norbert Crozier, chef de projet de la mission Louvre-Lens Tourisme. En fait, vous savez que le département du Pas-de-Calais a créé une mission Louvre-Lens Tourisme qui a en charge le développement de la destination, la promotion et la valorisation du territoire, la destination autour du Louvre-Lens, et a décidé il y a quelques années de créer des produits dérivés. Aujourd'hui, nous sommes sur ce produit dérivé de la bougie Hall Léon Pankouk, élaboré avec la maison Soulier de la famille Pankouk, sur une bougie qui a des senteurs, qui a un parfum lié à notre territoire. Des senteurs boisées, des senteurs des terrils, des bouleaux qui existent. En fait, tous nos produits dérivés sont en cohérence avec le territoire. Et donc, oui, cette bougie tombe au moment de Noël d'abord, parce que forcément, on a forcément envie d'acheter ce genre de produit au moment de Noël, et aux 5 ans du Louvre-Lens. Donc oui, ça tombe très bien, et je vous invite pour les fêtes de Noël à acheter tous ces produits dérivés. L'objet souvenir fait partie de la visite. C'est la 3e intention d'achat pour un touriste. Donc il faut que l'objet qu'on va présenter à la vente permette de continuer le voyage en rappelant du coup les parcours, les expériences qu'ont vécu les gens, les découvertes des sites
historique ou culturel. C'est vraiment aussi pour nous, oui, plus que symbolique, c'est-à-dire ça aussi de permettre à travers cet objet de s'inscrire dans une logique de transformation d'image, de renversement des clichés. Alors les produits dérivés vont se retrouver à la boutique du Louvre-Lens, dans les offices du tourisme de Lens-les-Vins, Béthune-Bruay, Arras et Douai. On peut les retrouver aussi bientôt à l'office tourisme de Lille, à Roubaix. On imagine aujourd'hui un autre réseau de commercialisation à l'aéroport de Lille. L'idée d'être dans les relais aussi, être présent Gare du Nord et dans les aires d'autoroute, c'est l'objectif à moyen terme. Le groupement hospitalier du territoire de l'Artois ainsi que l'association La Vie Active ont signé cette semaine une convention. Celle-ci vise à assurer la continuité de prise en charge du patient passé au sein de 2 structures. Cette convention permettra de favoriser l'accompagnement social, médico-social et sanitaire des personnes fragilisées en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Une convention innovante puisque c'est la première entre le GHT de l'Artois et une association. Elle pourrait d'ailleurs amener à d'autres de ce type puisque le gouvernement est partenaire avec près de 60 associations. Je vous propose d'écouter Edmond Makoviak, directeur des 4 établissements du GHT de l'Artois, et Alain Duconseil, président de l'association La Vie Active. Au-delà du président et du directeur du GHT, c'est bien sûr les médecins, le personnel médical, paramédical, les soignants, les agents administratifs, puisqu'on va aussi parler de qualité, de protocole, de processus. Tous les acteurs, l'ensemble des 4000 personnes qui travaillent sur le GHT, plus toutes les personnes qui travaillent à La Vie Active dans les 11 établissements cités, vont travailler ensemble aujourd'hui. Donc c'est un très gros partenariat. Le projet Nouvel Hôpital est totalement inclus dans notre projet, puisque par exemple, nous allons mettre en place le premier dossier patient informatisé à 100%. Et l'idée, c'est d'avoir ce portail numérique qui permet de communiquer très rapidement, en toute sécurité, bien sûr également, avec le partenaire qui est La Vie Active. Nous sommes aussi en train d'évoluer avec le numérique, c'est-à-dire que de plus en plus, on travaille sur un suivi beaucoup plus fin, grâce à des outils qui nous permettent d'avancer. Et par exemple, il n'est pas exclu que demain, sur des concertations très particulières, qu'on puisse rapidement, à l'instant T, organiser une visioconférence entre l'hôpital et les établissements de La Vie Active, et ce qui permet encore d'être beaucoup plus rapide dans l'information. Et les médecins de chez nous pourront correspondre avec les médecins du centre hospitalier, ou quel que soit Lens, Béthune, ou par rapport au groupement, et avec des outils qui vont permettre une rapidité, donc une meilleure approche et une meilleure qualité de soins vis-à-vis de la personne qui se trouvera dans l'établissement. Vous pouvez remarquer que le vocabulaire évolue. D'un côté on parle du patient, de l'autre côté on parle de l'usager. Mais pour nous, au cœur de ces 2 mots, eh bien, c'est l'humain qui compte. Et c'est ça qui nous a rassemblés. Une ambiance montagnarde ce week-end au centre-ville de Lens. Pour la 3e fois, le Jura a installé ses chalets sur la place Jean Jaurès. Un avant-goût des fêtes de fin d'année et l'occasion de préparer ses vacances à la neige. Entre démonstrations de tournage sur bois, initiation au biathlon laser, dégustation et vente de produits régionaux, il y avait un air nordique chez les nordistes. Et qui dit fête dit musique et danse, sur glace bien sûr. C'est donc Philippe Candeloro qui a donné le coup d'envoi de cette édition de Lance-Neige sur la patinoire qui restera sur la place Jean Jaurès jusqu'à la fin des fêtes. Un spectacle de 45 minutes offert par la municipalité au public lensois, mais que seuls les premiers arrivés et les enfants ayant la chance de monter sur les épaules de papa ont pu apprécier tant il y avait de monde. Pour les autres, enfin ceux qui étaient derrière, une chance pour vous, Télégoël était là. Voici quelques images.
Fest, un événement mélangeant un forum des associations et un marché de Noël, mais qui s'insère dans les actions menées depuis de nombreuses années par la municipalité lossoise en faveur de la participation habitante. Ce forum citoyen a pour but d'organiser un grand temps annuel pour mettre en valeur toutes les initiatives portées sur la commune et ses habitants, ses associations et ses différents acteurs. Le tout dans une ambiance festive, comme nous le rappelle Jean-François Caron, maire de Los Angeles. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un mix entre un marché de Noël avec un peu d'avance, une fête, un forum des associations et plus généralement l'idée qu'à Los Angeles, la politique de la ville, c'est partir des initiatives des habitants et responsabiliser les habitants. Participer, c'est bien, mais pas pour uniquement exiger et demander, pour s'impliquer. Donc on a pris toutes des initiatives qu'il y avait dans la ville, certaines d'associations, certaines de particuliers, d'habitants, et des tout jeunes. On a le club jeunesse qui est là, jusqu'aux plus anciens. On met tout ça ensemble, on en fait un grand moment de fête, on a fait venir des manèges à l'ancienne, et c'est une façon de célébrer le vivre ensemble, quoi. Et en considérant que c'est au moins aussi important de se parler dans la vie, avec ses voisins, d'entreprendre ensemble, que d'avoir une grosse voiture ou une grande maison. C'est un peu ça l'esprit. C'est agréable parce que c'est se rencontrer, c'est partager, mais c'est utile au sens où ça permet de développer des actions pour la ville. Il y a des gens qui sont sur la sécurité routière, il y en a qui sont pour des animations pour les jeunes. On a quasiment 120 associations à Los Angeles, donc c'est signe d'une richesse associative énorme. Là, c'est une ville à échelle humaine. Et en même temps, c'est une ville qui entreprend parce que du coup, il y a de la capacité d'innovation chez les habitants. Il y a de la capacité d'initiative. Et du coup, on relève beaucoup de défis. On a lancé l'inscription du bassin minier à l'UNESCO. C'est de là que c'est venu. On a fait la décoration sur les terris. Oui, on relève des défis ensemble. Et c'est vachement agréable. La semaine dernière, le village annuel des droits de l'enfant occupait 2 salles à l'espace La Domègue de Méricourt. En effet, grande nouveauté de cet automne, un second village à destination des collégiens a été conçu et mis en place par Karine et Salah du service jeunesse, assistés de 4 jeunes en service civique pour permettre aux ados de participer à cette grande animation annuelle consacrée aux droits des enfants. Les ados y ont découvert des expositions, des ateliers sur le hip-hop et la MAE, musique assistée par ordinateur, avec les bénévoles de Méricourt et Digitasmi. Ils ont été ravis de participer cette année au village. Un reportage de Florent Ledemazel. Alors l'idée est partie d'un constat, on s'est rendu compte que les élèves du collège, mis à part les 6e, ils ne trouvaient pas leur compte au niveau des jeux et des activités proposées au niveau du service, du village des droits de l'enfant. Donc avec Karine, on s'est penché sur le sujet, on a décidé de monter un village jeunesse donc qui correspond un peu plus au collège. Et donc là, l'idée, ça a été de proposer un village jeunesse autour de la culture urbaine. Donc là, au niveau des différents ateliers, on a un atelier MAO, avec donc MAO, musique assistée par ordinateur. Allez, c'est ça, tu as le droit de chanter. Et pareil pour le hip-hop, on a une exposition autour du hip-hop avec le commencement du hip-hop, d'où c'est parti, de quel pays, etc. Un peu l'histoire. Et aussi le hip-hop, ce n'est pas seulement de la danse, c'est du grave, du beatbox. Enfin, c'est revu dans le détail et c'est pour ouvrir, voilà, créer une ouverture là-dessus dans ce domaine. En plus de ça, on a des jeux prêtés par Enjeu, donc autour de la scolarité. Donc on garde quand même un lien avec le collège au niveau de la scolarité. Donc ils sont tournés sur la scolarité, les droits de l'enfant.
Les jeunes, donc, ils ont aussi le côté ludique où ils peuvent jouer, s'informer, apprendre des choses. On a aussi un coin détente où les jeunes peuvent se poser, discuter, bouquiner. Un mur d'expression où ils peuvent donner un peu les impressions qu'ils ont pu avoir pendant la visite. On a aussi la chance d'accueillir, Méricourt a aussi la chance d'accueillir les services civiques sur lesquels on s'appuie. Donc il y a le côté préparation et là ils sont en action, ils accueillent le public, ils travaillent avec et ils les orientent au niveau des différents ateliers. L'idée de fond, c'est de travailler sur l'information de la Maison des Jeunes. Donc c'est aussi sortir des murs, la Maison des Jeunes sort des murs pour proposer, pour montrer ce qu'elle propose et toucher un maximum de jeunes. Elle aide chaque jour des publics en difficulté à retrouver un travail, une formation, une envie de réinsertion dans la société. L'association Passerelle, située à Liévin, accueille chaque année de nombreux stagiaires pour les aider à changer de vie. On accueille tout de suite Coraline Lebrun pour nous présenter cette association du territoire. Coraline, bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau de Télégoël. Bonjour Valérie. Alors, pouvez-vous nous présenter le réseau Passerelle? Oui, alors Passerelle est une association en fait qui a été créée en 2002. Nous sommes également centre de formation. Notre président est André Noël, une grande figure populaire et associative de la région. Nous sommes donc un centre de formation pour les secrétaires médicales. Nous avons donc cette formation et nous avons également un chantier insertion, en fait une entreprise d'insertion où nous avons quelques salariés en secrétariat médical. Que du secrétariat médical ou vous avez d'autres filières? Alors en fait là c'est pour tout ce qui est centre de formation. À côté de ça nous avons de l'accompagnement professionnel, donc l'accompagnement dans l'emploi ou vers l'emploi. Donc on a deux responsables PLI, en fait c'est des personnes qui travaillent au PLI mais qui sont dans notre association et qui reçoivent des gens orientés par ce dispositif. Et nous avons... Excusez-moi, mais c'est quoi le PLI? Alors le PLI c'est le plan local d'insertion vers l'emploi. Donc c'est des personnes qui sont orientées via le pôle emploi et qui ont droit à un accompagnement renforcé vers l'emploi. Donc nous avons deux référents au sein de l'association et nous avons d'autres accompagnements, dispositifs toujours vers l'emploi, envers les jeunes, donc l'IEJ, Initiative Emploi des Jeunes, qui est financée par le FSE et la région. Nous avons également des accompagnements pour les adultes, forcément accompagnement professionnel, tel que la RAP, qui est financée par le département. RAP, donc remobilisation autour du projet professionnel, ainsi que des actions d'insertion sociale pour des personnes vraiment très éloignées de l'emploi qui décident de reprendre une vie comme tout le monde. Ça s'adresse à qui? Simplement aux demandeurs d'emploi? Ah non, pas du tout. En fait, justement, les personnes qui sont par exemple au RSA et qui souhaitent retrouver une place dans la société, retrouver un rythme de vie, être reconnues, peuvent participer et être sensibilisées à ces actions. Donc elles sont... il faut qu'elles s'adressent vers leurs référents qui nous les envoient en fait. À partir de quel âge on peut accéder à vos formations? Alors, ce n'est pas vraiment des formations, c'est vraiment un accompagnement volontaire, donc à partir du collège. Donc moi, par exemple, j'encadre essentiellement des jeunes, donc du collège jusqu'à 25 ans. L'apprentissage, l'alternance, mais aussi, par exemple, le décrochage scolaire. Décrochage scolaire, ça veut dire quoi? Alors, décrochage scolaire, par exemple, nous intervenons dans les collèges pour des enfants qui, apparemment, ne correspondent plus au scolaire, en fait, à la vie scolaire, etc., décrochent parce que problème avec la famille ou pour problème périphérique ou tout simplement ne correspondent plus au système scolaire actuel. Donc on les oriente après vers l'apprentissage ou avec le CIO et des nombreux partenaires vers un accompagnement scolaire pour la réussite scolaire et professionnelle. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes en situation délicate aujourd'hui et qui ont besoin d'aide pour retrouver un emploi et pourquoi? Alors oui, c'est vrai que malheureusement, en plus sur le bassin minier, on est très touché en fait au niveau forcément du chômage, etc. Et puis les personnes ont malheureusement des soucis périphériques très importants. Et donc nous, notre but, c'est dire que tout le monde a sa chance et que malgré tout ça, on essaye de régler point par point tous les problèmes pour qu'ils puissent réussir à revenir à l'emploi en fait. Au sein de l'association, vous organisez des rallyes?
Alors oui, est-ce que vous pouvez nous en parler? Voilà, c'est une action qu'on a menée cette année. Donc avec les jeunes que j'encadre dans le cadre de la politique de la ville, qui est financée donc par la CAL, etc. Nous avons créé un projet où nous accompagnons des jeunes tout au long de l'année et on part 3 fois. Donc on prépare forcément en amont, on cherche avec les jeunes les endroits où on pourrait les visiter, donc on ne visite pas comme ça n'importe quoi. On choisit des lieux professionnels, des centres de formation, où bien sûr on recrute derrière vers l'apprentissage, puisqu'en fait les jeunes qui sont sortis n'ont plus envie forcément de retourner à l'école. Donc l'apprentissage est un bon moyen, puisque c'est en même temps l'emploi et en même temps l'école, d'être valorisé, de se sentir... voilà, d'être un travailleur, quoi. Donc les jeunes, on part 3 jours, on est parti 3 fois cette année, au mois de mai, au mois de juillet et là au mois d'octobre, avec 8 jeunes, et on visite les centres de formation tels que par exemple l'AFPI, l'Institut de Genève. Nous sommes allés jusqu'à Laon, puisque le but du jeu aussi c'était de découvrir la région, et entre deux, on met des petites activités culturelles et ludiques. Donc on a eu la chance d'aller à Center Park, et de rencontrer la DRH qui nous a présenté tous les métiers qui existaient et comment elles recrutaient. Nous avons visité tous les centres de formation sur le bassin minier aussi, au niveau de l'AFPI, par exemple, pour l'industrie. Nous avons été sur l'île, Armentières, Calais, Boulogne. Voilà. Donc c'est un beau projet qui était très intéressant. Vous mêlez le plaisir, l'agréable à la formation et à la découverte des métiers également. Voilà. En fait, le but, c'est quand même qu'on touche un public adolescent. Donc, il faut quand même aussi avoir quelque chose de sympa, leur donner envie, et puis qu'ils accrochent. Puis, voilà, c'est aussi un moyen de les connaître et de découvrir aussi, les découvrir autrement. Et aussi peut-être mettre le doigt sur des problèmes qu'on n'avait pas décelés avant. Alors, vous avez de nombreux partenaires sur l'association. Oui. Est-ce que vous pouvez nous les énumérer? Est-ce que vous en recherchez d'autres? Est-ce qu'on peut venir vous accompagner? Bien sûr, on est toujours à la recherche de partenaires. Les partenaires, c'est ce qui nous fait avancer. Et justement, nous, on est vraiment dans la philosophie de travailler en partenariat. On n'a pas de concurrence. On se dit que, justement, c'est en travaillant tous ensemble autour d'un même projet qu'on avance le mieux. Et donc, on a des partenaires forcément financiers, que j'oublierai sûrement tout le monde. Mais en tout cas, le FSC, comme je vous ai dit, la CAL, la ville de Liévin, nous avons le conseil départemental, le conseil régional, et j'en oublie sûrement. Et puis aussi, on a des partenaires associatifs avec qui on travaille beaucoup. Donc forcément, tout ce qui est chantier insertion, comme Vestali, l'APSA, les foyers d'urgence, parce que malheureusement, on a aussi des jeunes qui se retrouvent à la rue, et des moins jeunes aussi, parce qu'on a aussi le public adulte. Et aussi le fil d'Ariane, éphémère, pour tout ce qui est addiction, la santé, le XAPA. Voilà, on a énormément de partenaires, mais on est ouvert à toute proposition. Donc si vous avez besoin aussi, vous voulez accompagner l'association Passerelle, n'hésitez pas à contacter l'association. D'ailleurs, où on peut se renseigner pour participer à ce programme ou pour devenir partenaire? Alors voilà, nous sommes situés à Liévin, 10 square du Grand Condé, et nous avons également un site que nous sommes en train de remoduler. Et on a également, enfin pour ma part, un Facebook pour les jeunes où je diffuse les informations. Donc c'est Passerelle Coraline, tout simplement. Alors si vous pensez que tout est perdu et que vous n'arrivez pas à trouver un emploi parce que vous n'avez aucune formation, rejoignez donc le réseau Passerelle. Ils ont peut-être une solution pour votre avenir. Merci beaucoup Coraline d'être venue nous parler de votre association. Merci Valérie. On retrouve tout de suite sur le plateau de Télégoël Fred Peter qui va nous parler comme chaque semaine des exploits sportifs de vos communes. Bonjour Fred. Bonjour Valérie, bonjour Nathalie. Moi je vais très bien et vous? Très très bien. Écoute, quand c'est le sport, on va toujours bien. Ah c'est parfait. Alors on commence avec les 100 et or du RC Lens qui relève la tête. Oui, le Racing Club de Lens retrouve tout doucement le goût de la victoire à domicile. Les joueurs d'Alexis Cora se sont imposés 2-0 face à l'AC Ajaccio grâce à des buts de Djiman Coucou et de Kevin Fortuné. À noter la blessure de Clément Chantôme qui a dû laisser ses coéquipiers en début de match. Lens est 16e au classement et va pouvoir s'offrir une parenthèse Coupe de France ce week-end. Dimanche, à partir de 13h45, les Artésiens reçoivent Reims dans le cadre du 8e tour de la Coupe de France.
Par contre, ça coince encore au niveau de la réserve. Deuxième défaite en 2 matchs pour les protégés de Franck Hayes, opposés aux Corses de Fouriani Agliani. Eh bien, ils se sont inclinés 2-1 malgré un but de Corentin Lemaire. L'équipe B lançoise commence à piétiner et aligne un 4e match consécutif sans victoire. Au classement, eh bien, Lens se retrouve 11e à portée de tir des équipes de la zone rouge. Est-ce que les autres équipes du secteur ont fait mieux, Fred? Oui, beaucoup de victoires ce week-end pour nos champions. En Régional 1, Vimy s'impose sur le terrain de la réserve de Fény-Aulnois 2-1. Dans le derby du week-end, Avion est allé chercher sa victoire chez l'US Vermel 2-1. En Régional 3, Los Angeles est également sorti victorieux de son déplacement sur les terres d'Arnec 3-1. J'espère que je dis bien le nom de la commune. On parle des filles maintenant, les filles du hand volleyball qui n'ont pas tremblé. Un beau succès pour les Arnésiennes qui se déplaçaient sur le parquet de Nîmes, lanterne rouge de ce championnat élite. Après un premier set très serré gagné par Arnes, le VCH a fait le travail, s'imposant 3-0. Au classement, on retrouve Arnes au 2e rang et il faudra continuer cette bonne série samedi avec la réception du Racing Volley. Ce sera à 18h30 et ça se passera à la salle Maréchal. Malheureusement, chez les messieurs, ça ne va pas très fort. Défaite logique pour le Arnes Volleyball qui recevait Fréjus ce week-end. Après avoir remporté la première manche, le HVB s'est fait retourner et a dû laisser les 3 sets suivants à son adversaire, qui joue les premiers rôles dans ce championnat élite, il faut être sincère. Une défaite 3-1 qui enfonce Arnes dans son fauteuil d'avant-dernier. Le déplacement de ce samedi ne sera pas simple puisque les Arnésiens se déplacent du côté de Mende, 3e du championnat. Arnes postule pour Arnes 2024 Bazavant. C'est une ville qui fait du sport. Oui. Et comme ce week-end, c'était rajouté au Arnes Volley et au VCH le cross du Bois de Florimont, Fred. Oui. Et il y avait du monde. Oui, ils sont venus de partout pour participer à cette course organisée par le Jogging Club arnésien. Le coureur Camille Duré de l'ACVA, qui est le club de Villeneuve-d'Ascq, a remporté la grande course, tandis que Marc Fernandez, licencié à l'Artois Athlétisme, a remporté le cross-court. Chez les femmes, c'est Julie Sylvain de l'US Liévin qui a décroché la victoire. Michel Delcroix est un homme heureux. Le président du Jogging Club arnésien salue l'ensemble des participants ainsi que l'ambiance conviviale autour de l'événement. Il a répondu aux questions de Télégoël. Effectivement, pour la 21e édition, cette année, on est plus que satisfait. Il y a une forte affluence, on a passé les 850 participants, avec tous les clubs du coin ont répondu présent. En plus, la cerise sur le gâteau, c'est le côté météo, on a un soleil magnifique, un parcours souple, et tout s'est bien déroulé sans aucun problème. On est vraiment très satisfait. Le cross du Bois de Florimont, c'est devenu une référence dans la région. Il faut savoir qu'on a déjà accueilli 2 fois les régionaux, avec plus de 2000 participants, une fois les demi-finales du championnat de France, où il y avait tout ce qu'on appelle maintenant les Hauts-de-France. Et puis là, ici, en début d'année, au mois de janvier, on a accueilli les championnats départementaux 2017, où il y avait pas mal de participants. On a frôlé par, je crois, les 2000 athlètes. Donc en plus, le parcours est réputé pour être sélectif et puis agréable. Donc voilà, puis l'organisation est bien rodée. Et puis voilà, c'est un beau cross. Maintenant, c'est la 21e édition. Avec tous les championnats qu'on a organisés, on doit être à 25. Donc ça va, c'est une organisation qui roule bien maintenant. Michel Delcroix, président du Jogging Club arnésien, au micro d'Éric Muller pour Télégoël. Merci Fred pour tous ces résultats, pour nous parler de tous ces sportifs de nos communes. C'est bien agréable et en plus, ça nous met en forme. D'ailleurs, Nathalie, elle va justement besoin d'être en forme ce week-end parce qu'il y a beaucoup de choses sur le territoire, dans de nombreuses salles de spectacle, les musées et les jolis marchés de Noël prévus sur le bassin minier. On accueille également Virginie Labroche, animatrice au Louvre-Lens, pour nous parler du 5e anniversaire. Et Nathalie, bien sûr, nous parlera de cette programmation culturelle de cette fin de semaine. Virginie Labroche, bonjour, bienvenue sur le plateau de Télégoël. On va parler dans un instant avec vous des 5 ans du Louvre-Lens. Mais juste avant, Nathalie, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de l'arrivée du Louvre-Lens ? Oui, vous connaissez toutes et tous le Louvre, magnifique musée parisien. Eh bien, en 2003, pour renouveler et revivifier une tradition bicentenaire d'action territoriale, le Louvre a imaginé une forme inédite d'ouverture, non plus sous la forme habituelle de prêt d'œuvre ou de mise à disposition de son savoir-faire, mais sous celle d'une véritable implantation loin de ses bases,
un Louvre hors les murs où tout serait à inventer. Et Lens s'est alors imposé comme le meilleur choix, à la fois comme un carrefour européen, comme terrain urbain disponible et comme une ville meurtrie tant par la guerre que par l'arrêt de l'exploitation minière. Le Louvre-Lens, point de départ d'un renouveau du territoire, avec comme architecte de projet Kazuyo Sejima et Rue Nashizaya de l'agence Sana, qui ont fait de ce bâtiment un lieu de transparence qui expose chaque jour au public des chefs-d'œuvre que l'on pouvait voir avant jusqu'à Paris, une boîte de verre qui fêtera à partir de ce week-end et pendant 10 jours ses 5 ans. Merci Nathalie pour cette rapide présentation. Virginie Labroche, pouvez-vous nous confirmer le rôle que l'on a attribué à ce musée au point de départ d'un renouveau du territoire? Alors c'est vrai que on est sur un territoire qui a été meurtri et qui est, on le sait, relativement éloigné de la culture. Donc l'idée d'implanter ce Louvre à Lens, c'était aussi d'amorcer un changement, une transformation du territoire qui est en cours, et puis d'amorcer cette renaissance. Il y a eu aussi le bassin minier qui est passé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça a été un moment fort également. Et donc, c'est pas uniquement le Louvre-Lens qui transforme le territoire, mais c'est un petit peu la locomotive pour la transformation qui est en train d'avoir lieu. Alors, quelle est la fréquentation depuis 5 ans au Louvre-Lens? Alors, le Louvre-Lens a accueilli depuis 5 ans 2,8 millions de visiteurs. Ce qui fait de ce musée le 3e musée le plus visité en France en dehors de Paris. Donc on est quand même très très fiers. Et on est juste après, pour vous donner un ordre d'idée, juste après le Mucem à Marseille et le musée des Confluences à Lyon. Donc on est quand même sur des grosses agglomérations, Marseille et Lyon. Donc on est très content de ce classement. Et puis donc ça fait une moyenne à peu près de 450 000 visiteurs par an. Avec, là aussi on peut être fier, et c'est là où le pari est gagné, c'est qu'on a beaucoup de visiteurs pour lesquels c'était la première fois qu'ils rentraient dans un musée. Est-ce qu'on s'attendait à un tel succès d'un musée sur le territoire du bassin minier? Alors, on ne sait jamais, on ne sait jamais comment la mayonnaise va prendre. Après, la carte Louvre, on se doutait on espérait en tout cas que ça allait fonctionner, et c'est vrai que jusqu'ici, on est très heureux, mais c'est pas fini. On n'a que 5 ans, on est encore tout petit. D'ailleurs, pour attirer encore plus de monde, quelles sont les expositions qu'on peut voir en ce moment dans la Galerie du Temps, dans la Galerie Temporaire? Alors, la Galerie du Temps, elle est en train de faire peau neuve, comme chaque année en décembre, on a un renouvellement d'une 40aine d'œuvres. Là, c'est assez exceptionnel, on va accueillir ce qu'on appelle des trésors nationaux. Donc, ce sont des chefs-d'œuvre qui ont été acquis ces 5 dernières années par le Louvre, tout simplement parce que c'est des œuvres, quand elles se retrouvent sur le marché de l'art, pour ne pas qu'elles partent chez des collectionneurs à l'étranger, l'État les achète, et donc elles rentrent dans les collections du Louvre. Donc on va avoir de très très belles œuvres qui vont arriver là. Il y a un buste de Pompée, qui était l'ennemi juré de César, qui est une œuvre très rare. Il y a une table absolument magnifique qui s'appelle la table de Téchène, où il y a 128 pierres précieuses incrustées. Il y a vraiment de très très belles choses qui arrivent dans la Galerie du Temps. Et puis on a actuellement toujours l'exposition Musique écho de l'Antiquité, qui se poursuit jusqu'au mi-janvier, et une exposition dans le pavillon de verre autour des heures italiennes, sachant que je le répète parce que ça fait 5 ans qu'on a ouvert, mais tout le monde n'a toujours pas intégré le message. Le musée est gratuit, en dehors des expositions temporaires qui sont payantes. Mais sinon, toute la Galerie du Temps, le pavillon de verre, tout est gratuit. Est-ce qu'on sait déjà le nombre d'autres expositions qui devraient arriver dans l'année 2018 ? Alors, la prochaine exposition temporaire qui va démarrer en mars 2018, c'est une exposition autour de l'Iran, de la dynastie Kadjar. C'est une exposition qui va s'appeler l'Empire des Roses. La dynastie Kadjar, c'est une dynastie avec les chahs d'Iran qui s'est arrêtée dans les années 1920. Donc c'est aussi le début de la photographie, il y a beaucoup de peintures et c'est vraiment une très très belle exposition, d'autant qu'on est aussi très heureuse. C'est Christian Lacroix, le grand créateur de mode, qui va assurer la scénographie. Donc on va avoir quelque chose de c'est chatoyant, une très très belle expo à venir. Oui. Combien de temps dure une visite ? On va au Louvre, on arrive au Louvre, combien de temps on y reste ? Alors ça dépend. On peut y rester toute la journée parce qu'il y a beaucoup de propositions et beaucoup d'activités. Il y a aussi une salle de spectacle où vous pouvez prolonger et passer même la soirée. En moyenne, je pense qu'on est autour de 2 heures, 2h30, mais ça dépend vraiment de chacun. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps devant chaque œuvre, et puis il y en a qui vont un petit peu plus vite. L'avantage de la gratuité, c'est que vous pouvez revenir quand vous voulez, donc vous pouvez même venir juste pour passer 5 minutes,
repartir, revenir, passer une demi-heure la fois suivante. Voilà. Et pour passer beaucoup plus de temps, parce qu'il y a des magnétophones aussi pour les enfants, il y a des ateliers également, des animations, quelquefois le week-end. Alors c'est vrai qu'on est aussi un musée qui est très très orienté pour les familles. Il y a effectivement ce qu'on appelle des guides multimédia, des GMM, que vous pouvez obtenir à l'entrée du musée avec un petit parcours pour les enfants. Et puis il y a des ateliers, on fait de la gravure, on fait plein de choses plastiques et on fait des visites ateliers, c'est-à-dire que d'abord vous visitez, vous allez voir l'œuvre et puis ensuite on fait un travail avec les médiateurs de création d'un objet avec lequel on peut repartir. Et ça se fait en famille. Oui, puis il y a des spécificités aussi, parce que je crois que vous accueillez les bébés. Oui, c'est vrai. Petits, et les seniors aussi, les grands-parents. On accueille les bébés à partir de 9 mois. On a des visites spécifiques pour les tout petits avec leurs parents. Et puis on a effectivement une proposition qui s'appelle l'art d'être grand-parent, où on donne des petites clés aux grands-parents pour ensuite, quand ils viennent avec leurs petits-enfants, pour pouvoir aborder l'histoire de l'art, que ce soit un vrai moment de partage, de curiosité aussi pour les petits. C'est vrai qu'il y a des petites choses que les enfants voient aussi sur les œuvres que nous on ne voit pas forcément. Il faut savoir leur répondre. Ils posent des questions parfois auxquelles on ne s'attend pas. Donc voilà, on donne des petites clés comme ça pour aider les grands-parents. Et c'est vraiment un moment d'échange aussi entre eux qui est très très apprécié. Alors, vous êtes bien sûr venu aujourd'hui pour nous parler des 5 ans du Louvre-Lens. Alors, il y a un programme très chargé, je crois. Vous pouvez nous en parler? Ça débute ce week-end. Hein. Ça débute ce week-end. Donc, on réouvre la Galerie du Temps samedi. Et puis, il y aura dès samedi soir un grand bal populaire. L'idée de cet anniversaire, c'était de pas juste faire une auto-célébration, c'était vraiment de faire une grande fête tous ensemble. Donc on a travaillé avec beaucoup de partenaires, une centaine de partenaires du territoire, pour créer ce moment festif. Donc un grand bal samedi soir qui est gratuit, avec la compagnie du Tire-Laine. Donc on va danser, guincher et chanter. Et le dimanche, on aura le concert de Calypso Rose, qui est une grande dame qui nous vient de Trinidad. C'est vraiment la reine du calypso. Le calypso, c'est une musique qui vient du carnaval, des carnavals entiers. Donc c'est très dansant, c'est très agréable à écouter aussi. Donc ça, on attend près de 800 personnes à la scène, debout, pour danser tous ensemble devant Calypso Rose. Toute la semaine, on va dérouler un programme un peu thématique avec nos partenaires, autour de l'école, autour des voisins aussi. Il y aura un loto pour les voisins lundi, autour du numérique, puisqu'on a un musée très très ouvert sur les nouvelles technologies et sur le numérique. Et puis le deuxième week-end, là, à nouveau, on reprend une programmation. On accueillera un très grand artiste qui s'appelle Jordi Savall, qui est un viol de gambis, qui est plutôt dans la musique classique, baroque, pour un concert à la scène. Et puis il y aura le dimanche le gâteau, le bouquet final, les fanfares. On accueille 4 fanfares avec une déambulation dans le parc. Donc là, ça sera vraiment encore le moment de fête pour terminer. Est-ce qu'il faut réserver pour toutes ces animations? Parce que c'est gratuit, c'est ouvert à tout public. Donc est-ce qu'il faut réserver? Alors vous pouvez réserver par téléphone ou sur place au musée au 03 21 18 62 62. Vous pouvez aussi venir le jour même, le jour qui vous fait envie. On a gardé de toute façon des places sur les activités pour les visiteurs qui vont arriver. Donc soit vous réservez, si on vous dit que c'est complet, pas de panique, il y aura encore des places aussi le jour même. Donc pour ces 5 ans, on peut rappeler les jours et les horaires d'ouverture? Alors on ouvre donc le musée est ouvert bien sûr cette semaine, mais donc on ouvre à 10h tous les jours jusqu'à 19h exceptionnellement, au lieu de 18h. Sauf le vendredi 8 où on fermera un petit peu plus tôt, mais voilà, on sera ouvert toute la semaine. Le mardi, on garde notre jour de pause. Il faut aussi qu'on se repose un petit peu pour redonner de l'énergie sur la fin de la semaine, mais voilà. Beaucoup de touristes qui viennent visiter le Louvre-Lens? Oui, on a beaucoup de touristes. On a des touristes du monde entier. On a des touristes japonais aussi parce que le bâtiment, et vous l'avez dit, a été fait par des architectes japonais. Donc on a vraiment des gens qui viennent du monde entier. On a plus de la moitié de nos visiteurs qui sont issus de la région, des Hauts-de-France. Et puis après, on a effectivement les autres visiteurs sont extra-régionaux et voire européens, voire internationaux. Donc il y aura certainement beaucoup de visiteurs ce week-end et le week-end prochain au Louvre-Lens, mais il y a également des événements à l'extérieur du Louvre-Lens qui participent à l'anniversaire du Louvre-Lens, notamment sur la base du 11-19 avec Culture Commune et un spectacle d'acrobatie.
Oui. Pour l'anniversaire du Louvre-Lens, ça s'appelle Rare Birds par la compagnie Un loup pour l'homme et ça se passe vendredi et samedi à 10h, dimanche à 16h sur la base du 11-19. Ils nous ont d'ailleurs accueillis pendant l'installation du chapiteau. On regarde tout de suite leur reportage. C'est au pied de la tour d'extraction de la fosse 11-19 que la compagnie de cirque Un loup pour l'homme, avec l'aide de l'équipe de Culture Commune, s'active. Le chapiteau doit être installé pour 3 représentations de leur spectacle acrobatique Rare Bird. Pour ce spectacle, on s'est beaucoup intéressé à un processus d'évolution, on va dire, de comment les choses se transforment dans le temps. Comment à partir d'un endroit acrobatique, en appliquant un modèle d'évolution ou de transformation, les choses se transforment petit à petit en d'autres. C'est un mouvement un peu continu où ça part d'un geste très simple et puis on a toujours en nous un peu le désir d'envol. L'acrobate, il aimerait bien toujours pouvoir s'envoler, donc ça grimpe de plus en plus haut, ça monte de plus en plus haut, ça saute. Après, malheureusement, on n'est qu'humain, donc ça retombe aussi vers le sol, ça re-rampe à nouveau, ça recroît. Donc c'est des cycles un peu comme ça, comme dans la vie. Un spectacle d'1 heure pendant lequel les acrobates défient sans cesse la pesanteur à quelques mètres du spectateur. On est assez joueur sur scène, ça reste très vivant. Il y a une part presque d'impro, on va dire. Le spectacle est très écrit, mais il nous reste beaucoup de possibilités, beaucoup de liberté de jouer entre nous, de s'adresser au public, qui, dans ce cas présent, c'est un rond. C'est un chapiteau, le gradin est circulaire, donc les gens sont tout autour. On nous voit de tous les côtés. On ne peut pas se cacher, on ne peut pas mentir, et on se laisse avoir, on se laisse voir. Souhaitant garder cette proximité avec le public, la compagnie ne se déplace jamais sans son chapiteau, une façon d'accueillir les gens chez eux. Ça nous ramène, nous aussi, à savoir où on joue. Quand on joue dans un théâtre, c'est un peu une boîte dans laquelle il fait parfois plus chaud, effectivement, mais en même temps, jouer là, on sait où on est. On sent tout de suite dans quelle région on est. Là, voilà, on sait qu'on est devant le terri, devant le puits. Nous, on appelle ça être vraiment ici et maintenant. Le chapiteau, il est ici, aujourd'hui, il ne le sera plus demain. Et donc ça nous insère aussi dans cette architecture-là, dans un endroit donné, dans un territoire donné, beaucoup plus que si on jouait en théâtre. Et on aime ça, cette action-là, de monter un lieu éphémère. Ça crée un acte un peu extraordinaire. On nous voit arriver, quand on arrive, il y a tout un convoi qui arrive avec des gros camions, donc les gens, ça les met un peu au courant. Il y a un rapport un peu plus romantique au spectacle aussi, à un endroit. Et ça me semble important aussi, dans le rapport de comment on tisse un rapport avec le public, au-delà même de ceux qui viennent le voir, le spectacle, mais aussi de tous ceux qui habitent dans le coin, quoi. Et là, il faut que tu fasses bien l'axe, c'est important. Née en 2005 à Culture Commune, la compagnie Un loup pour l'homme est donc de retour chez elle pour s'exprimer grâce aux acrobaties. Et si ce chapiteau en hiver vous fait peur, il est chauffé alors. Il faut venir nombreux. Le rendez-vous donc est fixé vendredi, samedi 20h et pas 10h comme je vous ai dit précédemment. Merci Virginie Labroche. Merci à vous. Merci de nous avoir présenté. Ah, j'ai oublié, le gâteau, c'est pour quand? C'est dimanche 10 décembre, le dernier jour. Le gâteau. Dimanche 10 décembre à quelle heure? Autour de 16h, 16h30. Donc alors ne manquez surtout pas le gâteau. Et on sera là. Merci Virginie et à très bientôt. On continue notre agenda culturel, si tu le veux bien Nathalie, avec à nouveau un événement au Louvre-Lens d'ailleurs. Oui Valérie, un marathon de l'innovation. Après le succès de la première édition organisée à la maison syndicale de Lens, la Louvre-Lens Vallée organise le 5 et 6 décembre prochain son Culturathon saison 2. Au programme de cette année, une nuit blanche exceptionnelle, donc dans le somptueux cadre de Louvre-Lens, un événement ouvert à toutes et à tous avec pour objectif de faire émerger des projets innovants et concrets dans le domaine de la culture autour de 2 grands thèmes, data et tourisme et innovation. Vous pouvez d'ailleurs encore vous inscrire si vous avez une idée innovante, n'hésitez pas. 2 rendez-vous théâtre maintenant, Nathalie. Tout d'abord à Noyelles-sous-Lens. Oui, le centre culturel Évasion à Noyelles-sous-Lens accueille la pièce Impair et Pair par la compagnie TAG, une comédie pleine d'humour qui nous entraîne dans la vie mouvementée du docteur Pierre Jouffret le samedi 2 décembre à 20h30. C'est une évidence cette fois-ci à Salomine, Nathalie. Oui, donc ensuite, la Maison de l'Art et de la Communication propose le dimanche 3 décembre à 16h la pièce de théâtre Évidence inconnue par la compagnie Rod Boom. Au programme, théâtre, musique et mentalisme pour une après-midi de pure magie. On poursuit avec une comédie musicale à l'Arc-en-Ciel de Liévin.
Oui, dans le cadre de la Sainte-Barbe, ce lundi 4 décembre à 14h30, l'Arc-en-Ciel de Liévin nous invite à une comédie musicale en sol mineur, Romantica Rock, qui, à travers le regard de deux enfants d'aujourd'hui, montre la mine comme jamais vue auparavant. On part maintenant au Colisée de Lens. De la danse, du cinéma, du mime et du théâtre seront au rendez-vous du théâtre Le Colisée de Lens qui accorde sa scène à de jolies petites virtuoses variées le dimanche 3 décembre à 17h. Une projection débat animée par le spécialiste mondial des tueurs en série à la gare de Méricourt. Stéphane Bourgoin, écrivain et criminologue, il a interrogé plus de 70 serial killers depuis 1979 et il sera à l'espace culturel et public La Gare de Méricourt le samedi 2 décembre à 15h pour une rencontre réservée à un public averti. On conclut l'agenda culturel en vous rappelant que les festivités de Noël ont commencé et avec elles les marchés de Noël. Et notamment celui de Arnes, qui communément appelé le marché de Saint-Nicolas, qui débute ce vendredi 1er décembre et qui durera tout le week-end. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Nathalie. Les fêtes approchent à grands pas. N'hésitez pas à faire un petit tour sur les nombreux marchés de Noël. Ce sont souvent de belles balades féeriques où vous trouvez de beaux petits cadeaux. Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle édition. Sinon, juste après, sur les réseaux sociaux, nous vous souhaitons un beau week-end. Sortez, bougez, cultivez-vous. Ça fait du bien au moral. Et on se dit à la semaine prochaine sur Télégoël, bien sûr.